La truffe, en quelques années, a su passer du statut de simple champignon odorant à celui très envié de diamant noir. Elle a ainsi effectué une entrée remarquée dans le monde du luxe et de la gastronomie haut de gamme. D'extraction humble, enfouie dans le sol calcaire des terres du Sud, à peine brossée, elle est servie dans les grandes tables de ce monde. Nous allons vous emmener dans cet univers souvent secret, du cœur du Luberon à l'Italie, des forêts de l'Oregon à l'Espagne. Les experts vont nous dévoiler une partie de son mystère. Nous sommes mi-janvier à Richerange dans le Vaucluse. Thomas Ferrier, comme chaque jour pendant la saison des truffes, parcourt la plantation de chênes réalisée par son grand-père il y a une cinquantaine d'années. Cet arbre a la faculté de recréer les conditions les plus favorables pour générer des truffes. Chez les Ferrier, Thomas représente la 5e génération de trufficulteurs. Allez, cherche bien là, cherche. Chocolat, cherche bien là. Allez, cherche. Dès l'âge de 5-6 ans, j'étais déjà derrière mon grand-père à aller aux truffes. Tout ce qu'on entend, entre guillemets, on le retient. Tout ce qu'on a vu faire les anciens, on le retient. Puis on est toujours là à écouter les bons conseils qu'ils peuvent nous apporter. Attends. Ça. Chocolat, son chien, a été élevé et dressé pour dénicher des truffes. Sa présence est indispensable. Tiens, elle est là. La mange pas. Dès que le chien commence à marquer une truffe, donc c'est-à-dire à la gratter, il faut l'arrêter pour éviter qu'elle marque tout simplement la truffe avec ses griffes. Ah ben un chien qui aime s'il aime pas la truffe, il cherche pas donc on est obligé de leur. Pour les éduquer, on leur en donne à manger quoi. Si elle aimait pas, en fait, elle chercherait pas du tout, ça l'intéresserait pas. Même si derrière elle a la récompense. Allez, allez cherche. Parmi ces quelques 450 arbres, il récolte surtout la Tuber melanosporum, la truffe noire la plus prestigieuse. Donc ça c'est un fougier, donc il y a une partie qui va nous servir à ameublir un petit peu la terre, donc la partie pointue qu'on va planter d'abord. Moi je truffe avec les mains nues parce que ça nous permet de tâter la terre et de voir exactement où est la truffe. Voilà, allez cherche. Ça. Et quand elle est petite comme ça vaut pas le coup de la réenterrer, ça sert à rien. Ah mais la taille est définitive. Là. Elle est définitive. Ah ouais, la taille est définitive. Ça va être le cycle de la truffe commence au mois de mai. Il va y avoir la période où elle va grossir, donc juin, juillet, août, septembre. Elle va prendre sa taille définitive fin septembre, elle atteint sa taille définitive. Et puis après, il y a la phase de maturité qui commence. C'est un peu comme les tomates. Pareil. Dès que la truffe est mûre, en fait, elle dégage son odeur. Avant ça, en fait, elle sent pas, donc le chien passe et il la sent pas. Allez, cherche chocolat. Tiens, chocolat, viens m'aider. Chocolat, cherche. Ça. Et oui. On peut avoir des arbres qui vont s'adapter à la truffe et d'autres non. Puis après, tout simplement, on peut avoir des arbres qui vont donner pendant un certain temps, sur une période, et puis qui vont s'arrêter après. Donc la vie d'une truffière, c'est quand même vraiment aléatoire. On n'a pas de choses fixes. On va avoir des arbres qui auront peut-être produit pendant 10 ans, qui vont s'arrêter, et puis d'autres qui vont produire pendant 25 ans. Tiens, cherche. Allez, cherche.
Il y en a, ils veulent qu'elle reste vraiment en pleine de terre. D'accord, pour quelle raison? Parce que pour la conservation, il y en a qui préfèrent. C'est mieux quand il y a encore un petit peu de terre. Ouais. D'accord. Ouais. C'est tout simplement comme sur la vigne, on a un effet terroir. Par rapport au vin, justement, on a un effet terroir. Donc c'est vrai que chaque terre va avoir son empreinte en fait au niveau de la truffe. Chaque truffe va avoir une odeur particulière, un goût différent. Et c'est vraiment, c'est qu'une question de terroir. Et à savoir que sur Richerange, par exemple, sur la commune, on peut avoir plusieurs terroirs différents avec plusieurs truffes différentes. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on va être sur des arômes plutôt subtils, je dirais même plutôt élégants et avec une belle persistance, quoi, une belle profondeur sur le nez. On va avoir vraiment un parfum qui est assez intense mais à la fois subtil. Après, forcément, il va y avoir le marché de Richerange, c'est un marché reconnu. Donc forcément, on a un prix de marché qui est quand même plus important. Après, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Donc il y a rien que la question de l'offre et de la demande qui va faire varier le prix. Voilà. Comme pour chaque samedi de janvier, le centre de Richerange est parfumé d'odeurs magiques. C'est le marché de la truffe où chasseurs, cultivateurs viennent proposer aux grossistes et aux marchands leurs produits. On négocie à l'arrière de la voiture en étant le plus discret possible. Dominique Rowe est négociant. Il vient régulièrement s'approvisionner sur tous les marchés de la région. Là, je commence à en avoir beaucoup. Ils ont toujours quelque chose, c'est incroyable. J'ai déjà une boîte qui est pleine, donc moi je voudrais que je la demande sur la hauteur de la... On va mieux la regarder. Ouais, parce que c'est là, elles sont pas formidables, donc qu'est-ce qu'il vous faut? Non, c'est pas formidable. C'est que là-bas, ça laisse un peu. Ah ouais, faut avec des trucs, c'est des trucs de garrigue, c'est un label. Hein. Je sais, mais bon. Ah, les clients qui ont le mur, il faut... Pour la revente, c'est super disponible, il y a beaucoup de terres. Allez, facile d'avoir ce truc. En général, on recherche la belle truffe, la maturité compte énormément. Là, il n'y a plus de problème, on a passé les fêtes, donc la maturité est au point, un parfum qui est agréable. Ce qu'on recherche, c'est une belle forme, parce que souvent les truffes sont utilisées, elles sont coupées en tranches, donc il faut que la forme soit belle. Hein. Malheureusement, il n'y a pas que des belles truffes rondes, il y a aussi des trucs qui sont plus bosselés, biscornus comme on dit. Et puis vous avez des trucs qui sont malheureusement cassés lors de la recherche. Hein. Ils sont souvent marqués par les griffes du chien. Ils sont souvent fougueux, hein, ils sont contents de trouver une truffe, donc on a les empreintes des griffes. Il y a malheureusement aussi le cavadou, le cavillon, l'outil qu'on utilise pour creuser la terre et sortir la truffe. Donc des fois, malheureusement, on perfore la truffe, donc ça fait du morceau. Bon, vous pouvez pas faire mieux. J'aimerais. Franchement, j'aimerais. Cette année, elles ont pas assez vu le soleil. Ah ouais. Je te dis, j'ai pas taillé mes arbres, je vais tailler cette année. L'année prochaine, elles seront belles. C'est tellement petit. Et encore, je t'en vois que les petits. Alors, donc, si vraiment je les vends, je casse les petits. Et puis après, faire une différence maintenant entre une truffe de plantation et une truffe sauvage. Les gens qui les trouvent dans les sauvages disent la mienne est plus parfumée que celle du voisin. C'est difficile. C'est difficile parce que vous avez des fois plus de différence entre deux truffes qui sont sorties de terre assez proches d'un coteau à un autre. Vous avez des différences. Même dans la même plantation, dans la même truffière, vous avez des truffes qui sont différentes. Moi j'arrive pas, ça sort à combien? Qu'est-ce que ça fait? Ça faisait 88 euros. 50. Ce qui fait le prix, c'est la loi de l'offre et du marché, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Une année comme l'an passé où il y avait je ne veux pas dire qu'il y avait une surabondance, mais il y avait une quantité de truffes proposées qui était généreuse. Les prix bien sûr n'avaient rien à voir avec les prix de cette année où la truffe est vraiment très, très rare. Sur les secteurs du plateau de l'Ansol,
malheureusement, les producteurs qui n'ont pas pu arroser les truffes cet été n'ont rien. Rien. C'est une sonde quand même. Ah non, non. Impossible. On revient plus. La calibreuse n'avait pas joué. Hein. Eh ouais, non, mais bon, c'est difficile. Allez, on va les verser, mais moi je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Hein. Si vous pensez faire mieux ailleurs, je vous laisse. On les pèse? Allez. Le calibre diminue, là. On sent qu'on arrive en fin de campagne. Vous avez 800 grammes tout rond. Vous avez 10 grammes de plus, vous, non? La truffe devient aussi une attraction touristique. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les enfants? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Alors, c'est une brumale ou du mélanon? Très bien. À quoi on le voit? On la gratte. Et d'abord, elle est ferme. Et la peau ne part pas. C'est ça qui est bon. Oh, si j'avais 5 €, je te les donnerais. Là, vous avez la brumale. Celle-ci, elle a une odeur plus forte. C'est celle qu'on utilise pour les longues cuissons à l'écart. Vous n'avez jamais goûté. Voilà, une odeur plus douce, donc soit cru, soit légèrement grasse. Chaque troisième dimanche de janvier a lieu à Richeranche une messe bien particulière, la messe des truffes, destinée à rendre hommage à Saint Antoine, le grand patron des trufficulteurs, et à vénérer le diamant noir. Ça doit être le curé le plus heureux de France. Regardez tout le monde qui se presse à la messe. Et puis, en général, la quête, elle est bonne. Autre particularité, l'homélie est en provençal. Pour la quête, les offrandes se font en truffes fraîches, au lieu de la traditionnelle pièce de monnaie. La confrérie du Diamant Noir va ensuite amener le produit de la quête sur la place de la mairie, où elles seront vendues aux enchères au profit des bonnes œuvres. Qui veut emporter cette truffe? 165, vous grattez les cheveux ou vous levez le doigt maintenant? 165. On est à 165, 170, 170, 175, 175, 180, 180, 185. J'ai dit qu'elle partirait à 200. 200 une fois. 200 deux fois. 200 trois fois. Vous pouvez l'applaudir. C'est gagné. Merci pour cet Antoine. Applaudissez-le. La troisième fait 75 grammes. Nous partons maintenant pour Sarlat, dans le sud-ouest, chez Philippe Blanc, qui est éleveur de moutons et trufficulteur. Voilà. Elle est où? Mon métier, c'est trufficulteur, mais ce que je fais ici, c'est en plus de mon activité professionnelle. Sur ce coteau, à l'état sauvage, il y a toujours eu des truffes. Donc c'est ce qui m'a poussé à partir de 1996 de planter une quinzaine de pieds. Donc ce qui me permet d'avoir des truffes ici à l'état sauvage et bien sûr par des plantations. Tu es là, là. Regarde. Il y a également un travail de taille. On ne va pas chercher à avoir des arbres très hauts et très fins. On va chercher plutôt à avoir des arbres petits et avec des branches qui vont s'étaler latéralement. Et comme le port de l'arbre ressemble au port des racines, donc on va chercher à garder les arbres relativement petits. Voilà. Allez, cherche. Vas-y. La végétation s'appauvrit autour de l'arbre, au niveau des racines.
Et donc c'est un signe favorable d'une possible ou probable entrée en production de la truffière. Voilà. Les spécialistes appellent ce phénomène un brûlé. Voilà, c'est bien mon grand. Regarde, voilà. C'est bien. Toutes les plantations ici sont en tuber mélanosporum, mais sous les bois, j'ai de la truffe VDT, de la truffe incinatum, de la tuber brumale. À la mi-janvier, le centre de Sarlat se transforme en un immense festival de la truffe. Les producteurs de la région viennent vendre leur récolte dans un marché sérieusement contrôlé. Oui, c'est bien, c'est super. J'essaie toujours d'être un peu gentil, mais moi ici, dans ma prière, Alors, bienvenue sur le marché contrôlé donc, de Sarlat. Donc, je rappelle un petit peu le principe de fonctionnement. En venant sur un marché contrôlé, ça veut dire que vous en acceptez justement son mode de fonctionnement. Donc, à savoir que les truffes sont lavées, brossées, ressuyées. Elles sont triées par espèce et par catégorie. Ici, nous sommes sur des marchés contrôlés, donc il y en a 12 dans le département. L'idée, c'est de vendre de la truffe de qualité et de vendre en toute transparence pour que l'acheteur puisse être confiant dans son achat. Donc ça veut dire qu'on demande aux producteurs d'amener des truffes qui sont lavées, brossées, ressuyées. Il n'y a pas de terre, elles sont prêtes à l'emploi. Donc ces truffes, elles vont être identifiées donc, par espèce, elles vont être classées par catégorie avant l'ouverture du marché. Ça veut dire que les producteurs doivent se présenter avant l'ouverture et les truffes sont prises une à une. On va donc les canifer, enlever une petite partie de la truffe. C'est la seule façon qu'on a de voir son état de maturité à l'intérieur, savoir si elle est boisée, donc si elle est trop dure, savoir si elle a une bonne maturité. On la sent également au niveau des arômes. Et on va ensuite faire le tri, le classement par catégorie. On a des truffes qui ont là qui sont bien. Il en manque un petit morceau là, c'est parce que enfin là c'est la griffe du chien apparemment. Hein. Donc voilà. Alors sur celle-ci, on va donc canifer. Donc voilà, de ce côté, on a une truffe qui est à maturité, elle est bien noire. Voilà. Donc là, on est sur des truffes brumales. Alors, disons que sur une brumale, au premier nez, on comprend à l'odeur que c'est une brumale. C'est une truffe donc, qui va être à l'intérieur un peu plus grise, avec souvent un veinage un petit peu plus espacé. Et puis au niveau des arômes, on va avoir des arômes qui sont un peu plus piquants, un peu plus puissants, et une assez grande hétérogénéité également au niveau des arômes dans cette espèce de truffe. Et la truffe du Périgord, elle est souvent un petit peu plus brune. Alors la caractéristique, c'est si je racle la peau, à la différence d'une brumale, une brumale, la peau s'arrache. Ici, la peau ne s'arrache pas et je fais ressortir cette couleur brune. Ici, on est sur des arômes beaucoup fins, beaucoup plus subtils. Donc c'est quelque chose qu'on va respirer un petit peu plus longuement pour bien percevoir toute la rondeur des arômes. C'est une truffe qui est beaucoup plus noire à l'intérieur avec un veinage beaucoup plus fin, beaucoup plus serré. Non. Dans le Périgord, on ne manque pas de créativité pour déguster la truffe. Vincent Arnoux est chef étoilé à Trémola. C'est la sauce truffe, Mathieu. Avec une croquette de topinambour, une écrasée de topinambour, une émulsion de topinambour. Et à l'intérieur, c'est gavé de truffe. T'as la sauce. Et ça, c'est servi en salle avec un petit beurre de truffe et des mouillettes de pain croustillant.
pense. Ouais. Nous sommes fin février dans le Luberon, dans le village de Gordes. Tout autour, dans les vallons, c'est une terre de truffes. Robert Florent en connaît chaque recoin. Allez bébé, à l'échelon des monts du Vaucluse, eh bien, le renouvellement est excellent, il est à peu près pareil. Moi, ça fait plus de 40 ans que je prends les lots de forêt, vous voyez, celui qui est en face de moi là. Et depuis 40 ans, il y en a qui s'en vont, il y en a qui arrivent, mais le potentiel truffe se maintient bien. Robert entretient plusieurs parcelles qui constituaient une ancienne plantation d'oliviers. Il faut la suivre, il faut la suivre. Là, elle va sur un truffier, approchez un peu. Hop, 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 elle a dans la bouche. Allez, tiens, allez. Ouais, viens là. Alors là, elle a creusé une truffe, bien entendu, il faut sa récompense et après, elle repartira chercher. Là, on enterre bien, on met de la matière organique. Parce que dans à peu près 2 ans, à la même place, il va y encore avoir des truffes. C'est pour ça qu'il est très important de bien soigner le brûlé. Le grand secret de la truffe, il est là, c'est le brûlé. Lorsque l'homme saura reproduire un brûlé qui produise des truffes, jusqu'à présent, on sait très bien le faire avec du Roundup, vous voyez. Mais malheureusement, ça ne produit pas de truffes avec le Roundup. Là, on touche le grand secret de la truffe. Oups, caché. C'est l'avenir de la truffe dans le milieu naturel, c'est de les protéger des sangliers. Parce que bon, lorsqu'il y a des bonnes places, ça vaut la peine, ça s'amortit facilement dans une seule saison. C'est un peu du boulot, mais c'est très utile et c'est très rentable. À l'heure d'aujourd'hui, le sanglier en forêt nous prend plus de 50% de la production. Et voir si ça continue comme ça, peut-être le sanglier va nous faire disparaître la truffe sauvage des monts du Vaucluse. Voilà. Kita, allez, tu as commencé là, il ne faut pas aller plus loin. Yeah. Où elle est là? Il y a quelque chose là? Oui. Là voilà. Ouais, tu voudrais me la croquer, mais non. Oh là là, regardez là. Viens là. Putain. C'est une truffe qui fait 100 grammes, vous voyez, qui est vraiment très belle, surtout pour la saison. Elle a mis, comme les autres, elle a mis 8 mois à venir, donc avant d'arriver à maturité aujourd'hui. C'est formidable. Pour une mauvaise année, c'est formidable. Là, c'est pareil, il y a des petits trucs. Hein, bon. Je fais 1 kilo sur cette place-là. Si j'en protège 10 comme ça, j'aurai 10 kilos de truffes. 10 kilos de truffes, ça vaut la peine d'un peu travailler, quoi. Voilà. Tiens, bébé, là, avec des trucs comme ça, on a vite du poids. On est en production naturelle, donc que la truffe soit petite ou qu'elle soit grande, elle a des arômes extraordinaires, très puissants. C'est les meilleurs arômes qu'on peut trouver dans la truffe. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut voir, il y a que voir la musette là, ça dégage un arôme fantastique. Pourquoi les arômes sont plus puissants? En fait, c'est tout simplement parce que la truffe, dans son milieu naturel, eh bien, elle lutte, pour arriver, elle lutte contre tous les prédateurs, la sécheresse, le trop d'eau. Allez, bébé. Allez. Ah, il y en a 1 ou 2 qui sont très très mûres. Il va falloir les manger plus tôt, celles-là.
Édouard Loubet est un chef doublement étoilé installé en plein cœur du Luberon, à Beaunieu, au domaine de Cap-Longue. C'est un grand passionné de truffes. La truffe ne se reconnaît pas forcément à l'odeur. À l'odeur, si, on sait qu'elle est mûre, très mûre, pas mûre. Donc ça, c'est des critères de qualité de la truffe. Maintenant, si on veut vraiment savoir à peu près d'où elle vient, quand on fait le tour des marchés du département, on se rend compte que des gros grains plus globuleux, c'est plus autour de Gordes, de San Pantaleon, en remontant un petit peu vers Sceaux, avec des terres un peu plus rouges et opaques. Dès qu'on est dans des terres blanches crayeuses, on est plus dans le pourtour de Valence, de Richeranche. Et donc moi, à force de parcourir les marchés et de les voir, à l'aspect de la truffe et à la terre qui l'accompagne, oui, je sais reconnaître plus ou moins si c'est ça, sud, nord, Luberon ou Luberon. Dans la culture de la cuisine provençale, la truffe est à une grande partie de janvier à fin mars, et par ses traditions de marché, et par ses cueillettes, et par ses plats. Très souvent, un ancien d'ici ou un papy agriculteur dit « Oh, ici, avec rien, on vit, on ramasse une rabasse, comme on dit, et on la râpe sur une salade des champs, un filet d'huile d'olive et quelques grains de gros sel. » On va déguster des produits issus de la même terre, argilo-calcaire, avec un œuf brouillé aux asperges et aux truffes, des asperges juste à l'huile d'olive et un bon croûteau de pain. Le moment actuel pour moi, là, c'est de mélanger les produits nobles et pauvres. Et je trouve que ces mariages sont fabuleux et m'encourage à rester dans la localité. La manière de manger ces produits-là, j'appelle ça des grignotages. En Provence, on met tout sur la table et on grignote et on picore et on pite un bout de pain. Et... Nous partons pour l'Ouest américain, en Oregon, une région connue pour ses grands vins et qui découvre qu'elle possède aussi des truffes, tout autour de ses grandes forêts. L'engouement pour la truffe est très récent. Chaque année à Eugène, un festival la met à l'honneur. Au programme aujourd'hui, la découverte de la truffe blanche que l'on trouve dans ces sous-bois. Comme toujours, les Américains sont suréquipés dans la tenue et les outils. Sans oublier le Lagotto Romagnolo, le chien d'origine italienne, chercheur de truffes. Okay, that's what Charlie was talking about. That's that one that... See those two right there? Yeah. Non, non, celle-ci n'a pas de valeur culinaire, je vais vous montrer. Voilà une truffe blanche d'Oregon. Vous voyez la différence comme elle est blanche? Right there.
He is so athletic. Good job, Massimo. Regardez les nervures, regardez comme elles sont. C'est celles-là que l'on retrouve dans nos assiettes. Dans le centre-ville de Gênes, situé au cœur de l'État de l'Oregon, la truffe est quasi inconnue du grand public. Mais depuis 2006, Charles Lefebvre, un chercheur de l'Université de l'Oregon, a créé un festival dédié à la truffe. Scientifiques, cultivateurs se succèdent pour des exposés très sérieux et documentés sur les mystères de la naissance d'une truffe. Dans le public, des amateurs éclairés mais aussi des passionnés, prêts à investir dans des plantations de chênes ou de noisetiers qui, lorsqu'ils sont inoculés, peuvent produire des truffes. Les récoltes de truffes aux États-Unis, dans la région du Pacifique Nord, sont, disons, d'environ 2 à 10 tonnes par an, suivant les conditions météo. Christine Fischer est une des spécialistes les plus pointues dans le domaine. Formée à l'Université d'Oregon, elle est installée aujourd'hui en Espagne en tant qu'experte de la tuber melanosporum, où elle travaille notamment sur les plantations. Cette truffe possède des arômes différents comparés à la célèbre truffe noire d'Europe. La truffe blanche d'Oregon a une dominante assez prononcée qui tire vers l'ail. Et je pense que la truffe noire européenne dégage des arômes de terre plus subtils. En Oregon, plusieurs propriétaires profitent du festival pour faire visiter leur domaine. À Corvallis, Pat Long a planté 500 arbres sur 1 hectare, essentiellement des noisetiers qui ont été inoculés au préalable. Ici, l'irrigation est indispensable. La chaleur en été est étouffante. Nous avons un été long et très sec. Je pense que c'est ce qui cause du tort aux plantations de truffes, parce que cela abîme les arbres. On ne peut pas dire que Pat Long en récolte des tonnes, loin de là, mais il s'accroche. Ici, j'espère faire entre 13 et 18 kilos par an. C'est ça mon idée. Ok, mais jusqu'à présent. Alors, disons que l'on a sorti 20 truffes cette année et 20 l'an passé, ce qui fait environ 1 kilo par an. Un petit peu plus haut en altitude, un biologiste australien s'est aussi passionné pour ce type de plantation. En 2009, il a planté 700 arbres. Il espère les voir produire d'ici 2 ans. Après une période de maturation de 8 ans, nous venons d'avoir notre première truffe le 1er janvier dernier. On a fêté notre première truffe. Il est particulièrement difficile d'introduire une truffe qui ne soit pas originaire d'ici. Il va falloir sans doute plusieurs années avant que les gens trouvent le bon compromis, contrairement aux truffes originaires de ce terroir qui sont là depuis des millénaires. À Eugène, dans le marché aux truffes du festival, la taille et l'apparence de plusieurs truffes laissent à penser que certaines ont fait le voyage d'Europe. Le festival se clôture traditionnellement par un grand dîner à la truffe de l'Oregon. Cette année, c'est John Horn, un chef canadien de Toronto, qui est au fourneau. Il a fait ses classes en Provence et connaît très bien les truffes. La truffe noire ici possède un très bel arôme de fruits tropicaux. Et suivant son niveau de maturité, la truffe peut être encore plus goûteuse, avec des arômes de fromage, de chocolat ou encore végétal. Le spectre est vraiment très large, c'est fascinant.
Cela fait des années que je cherchais des truffes au Canada. Et là, juste de l'autre côté de la frontière en Oregon, c'est incroyable de voir une telle abondance. Et il y a encore 2 ou 3 ans, j'ignorais qu'il y avait des truffes aux États-Unis. C'est incroyable que l'on puisse en trouver autant. J'utilise de la truffe noire. Une fois qu'on l'a ramassée, elle dévoile un arôme très floral, qui est un peu leur caractéristique. Ce qui va très bien avec mon parfait de foie gras. Nous sommes mi-février dans la région de Soria, au nord de l'Espagne. À Valdegueña, le patriarche de la famille Zamora aime à raconter comment dans les années 60, il a découvert l'incroyable business de la truffe lorsque des Français venaient régulièrement lui piller ses champs. Je voyais qu'ils venaient avec des motos et des voitures. Ils étaient là, dans la montagne, et on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Un jour, je me suis décidé d'aller les voir. Ils étaient en train d'en ramasser. Je leur ai dit que c'était ma propriété. Alors ils m'ont dit, tenez, c'est pour vous. Et ils m'ont donné quelque chose de bizarre. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai pris la voiture et je suis allé à la bibliothèque de Soria. J'ai regardé dans le dictionnaire et c'est ainsi que j'ai découvert ce qu'était la truffe et à quoi elle servait. À partir de ce moment-là, démarre pour Feliciano Zamora un véritable âge d'or de la truffe, dont la quasi-totalité de ses récoltes partait pour la France. Aujourd'hui, le village est quasi abandonné. Seule la famille Zamora et quelques autres l'animent encore. Avec l'industrialisation, les pesticides, les engrais, le manque d'entretien des sous-bois, la truffe se fait beaucoup plus rare. Là, ici, c'est une zone naturelle, où l'on trouve traditionnellement encore des truffes. Enrique et Javier, les 2 fils de Feliciano, se sont lancés dans plusieurs plantations il y a environ 25 ans. Sur les 900 à 1000 mètres carrés, on a un rendement de 6 à 7 kilos par hectare. Les enfants d'Enrique se sont eux aussi pris au jeu. La technique de recherche est sensiblement la même qu'en France ou en Italie. Bien qu'il s'agisse de truffes noires, ils sentent la terre pour vérifier que le chien a bien localisé une truffe. Qué poco huele. Sí. Ah oui, il y en a une petite ici. Cógela. Otra ahí, ahí. Toma, toma, toma. Toma, majo. Toma, bonito. Muy bien. ¿Qué, Toli? Que te ayude el Mario, señor. Ven. Ah, aquí. No, Toli. Qué bien huele. Les truffes sont bien rondes, car dans ce champ, il y a très peu de pierres, et elles poussent donc sans obstacle. Les rendements ne sont pas exceptionnels. Ils arrivent les bonnes années à récolter 8 kilos par hectare, alors que la part des truffes sauvages n'est plus que de 2 kilos. On est très loin des récoltes des plantations industrielles géantes situées au nord de Valence, qui font plusieurs centaines d'hectares et qui, soit dit en passant, arrosent le marché français sans que personne n'y trouve à redire. Car la truffe ne supporte pas les produits chimiques, engrais ou pesticides, elle reste un produit naturel. Ils ont fait un gros effort en reboisant avec des chênes qui avaient été inoculés avec de la truffe noire. Ces efforts combinés avec un sol très propice pour la truffe noire ont fait que les résultats sur 20 ans sont excellents, aussi bien en qualité qu'en volume. Pour la famille Zamora, la truffe n'est plus une activité majeure. Elle reste une passion qui apporte des revenus complémentaires.
Là, ce sont des truffes de la plantation. Le reste est sauvage. On le voit avec leurs crevasses, alors que ces deux-là sont plus lisses. À Berlanga de Duero, comme dans toute la région de Soria, la truffe est désormais une attraction touristique et gastronomique. À la Casa Vallecas, le chef Carlos de Pablo a été un des premiers à mettre en valeur avec talent la truffe espagnole. En dehors des zones où l'on trouve des truffes, très peu de restaurants proposent de la truffe en Espagne. Antonio Garcia Hernandez est venu proposer au chef quelques belles truffes. Alors on va regarder la différence entre les truffes sauvages et les truffes de culture. Ces truffes ont poussé dans un sol sans pierre et sans obstacles, ce qui fait qu'elles sont bien rondes. Elles avaient beaucoup d'espace autour d'elles pour s'épanouir, alors que l'autre avait des pierres autour d'elle, ou des racines, et elle a un contour bien moins régulier. On ne peut pas comparer l'arôme de la truffe avec autre chose. Ça reste quelque chose de très spécial, d'unique. Les recettes du chef peuvent surprendre, alors que nous sommes en zone montagneuse. C'est très typique de l'Espagne de mélanger des saveurs de la montagne avec celles de la mer. Ce sont de belles truffes, bien rondes. C'est un plat traditionnel, servi en général pour Pâques. Ce sont des pois chiches, des épinards, servis avec de la sardine. C'est très typique de la période de carême, où les gens ne pouvaient pas manger de viande. On a enlevé la sardine pour la remplacer par des fruits de mer, ce qui va apporter un goût plus marin. Pour les épinards, la cuisson a été modifiée pour les rendre craquants. La truffe se marie très bien, en apportant un très joli contraste avec tout cela. Nous partons maintenant pour l'Italie. Nous sommes début novembre. C'est dans cette plaine du Pô que la fameuse truffe blanche s'est épanouie pendant des années. Mais encore une fois, l'agriculture intensive a fait disparaître la truffe des berges du Pô, aujourd'hui occupée par des arbres destinés à la pâte à papier et copieusement arrosés d'engrais. Il faut aller dans les collines qui entourent Bologne pour trouver cette fameuse truffe blanche. Dino Glesi Espotti est le président de l'association locale de chasseurs de truffes. Au prix où elle se négocie sur le marché, elle a généré beaucoup de vocations. Les sous-bois sont entretenus par les quelques 27 membres de son association, indispensables pour conserver de l'espace. La truffe blanche mûrit très lentement. Donc il peut y avoir 20 personnes qui passent au même endroit et la 21e va trouver la truffe. Là où pourtant 20 autres chiens sont déjà passés. C'est parce que la truffe blanche, à un instant T, va diffuser son arôme dans la nature. Et là, le chien va la sentir et la trouver. C'est pourquoi il y a autant de ramasseurs ce matin au même endroit. Parce qu'il y aura toujours un chien qui va se trouver au bon endroit pour sentir une truffe au bon moment. Tout ce que les chiens trouvent n'est pas forcément une truffe. Quand on l'ouvre, on peut observer qu'elle est noire à l'intérieur. L'odeur, bon, ça se rapproche de l'ail.
Et elle a un intérêt très limité sur le plan du goût. Ici, on utilise des outils avec de longs manches. Il arrive que la truffe soit logée à près d'1 mètre de profondeur. Alors, c'en est une? Alors, tu l'as trouvé? L'odeur du paradis. Fantastique. Merci beaucoup. Tous les chasseurs apportent leur récolte à une petite usine qui s'engage à acheter leur production, si elle rentre dans leurs critères de qualité. Elles seront soit revendues à des restaurants ou transformées en différents produits gourmands. Cela va de l'huile aromatisée à des sauces pour des pâtes ou encore du miel aromatisé aux truffes. Ça, c'est de la première qualité avec des truffes de grande taille, de 20 à 100 grammes. Elles ont des formes un peu biscornues, mais ça ne remet pas en cause leur excellente qualité. Et en plus, elles sont très bonnes. Ça, c'est de la qualité extra. Le produit est rond sans égratignure. Ça ressemble un peu à une pomme de terre, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Quant au chasseur qui vient de déposer son lot, il n'aura pas fait le voyage pour rien. Suivant le poids, il y en a pour plus de 5 000 €. La truffe est très fragile. Là, le responsable vérifie qu'il ne s'agit pas d'une entaille, mais bien d'une trace de racine générée par l'arbre. À proximité de Bologne, Dino tient à montrer la manière dont ils ont géré ce bord de route, situé sur le long d'une rivière, et recréant ainsi le contexte qui existait sur les berges du Pô. Cet alignement de peupliers fait 1,6 km. Ils ont été plantés il y a 6 ans environ, et cela fait 2 ans que l'on récolte des truffes autour. Ils sont devenus actifs en 4 ans. Voilà une petite truffe, mais bon, je pense qu'elle n'est pas comestible, celle-ci. Che bella! Cazzo, l'hai rotta! Aspetta! È rotta? The lady La jeune femme vient de faire une bêtise. La pointe de son outil. Elle n'a pas fait le tour de la truffe. Elle est rentrée dedans, comme ça. Elle l'a cassé en 2 morceaux. Bon, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Oui, t'aurais dû faire le tour, comme ça. Et pas y aller en direct. Oui, j'ai bien vu, je ne suis pas une professionnelle. La première quinzaine de novembre, la petite bourgade d'Alba au sud de Turin devient l'épicentre de la truffe blanche. Elle est déclinée sous toutes ses formes dans un grand marché en plein air.
Experts et amateurs éclairés se retrouvent dans ce marché couvert où les producteurs locaux négocient leurs plus belles pièces. Daria Palma vient du village voisin de Priero. C'est un business familial. Avec mon grand-père et mon petit frère, nous chassons des truffes. J'ai de la chance car nous possédons beaucoup d'arbres dispersés dans plusieurs endroits et nous avons aussi 5 chiens qui ont un très bon nez pour dénicher des truffes. On ne peut pas cultiver la truffe blanche. C'est donc un produit naturel et très rare. La truffe blanche ne peut se consommer que crue. On la râpe directement au-dessus des plats, alors que la truffe noire peut se cuisiner. La truffe blanche est donc très chère parce qu'elle est rare. Marco Stabile est un chef qui vient de Toscane. Il propose une démonstration en direct à des spectateurs d'autant plus captivés qu'ils dégusteront ensuite sa recette à base de légumes du terroir. Moyennant un supplément conséquent, les convives peuvent demander à ce que l'on râpe de la truffe blanche au-dessus de l'assiette, qu'il faudra déguster sur le champ afin de capter ses arômes envoûtants et ses parfums si mystérieux. C'est avec cette gourmandise d'exception que nous achevons ce voyage dans le monde des maîtres de la truffe, qui est loin d'avoir dévoilé tous ses secrets.